Bonjour, je suis Paul Menant, cofondateur de Design Club, un collectif international 100% design et research. Grâce à la force du nombre, on accélère les projets de nos clients et la carrière des clubbeuses et clubbeurs du monde entier. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer le podcast Head of Design, un podcast qui met en lumière ces personnalités inspirantes qui définissent les tendances du design. Vous découvrirez leur parcours, savoir-faire et les convictions qui les animent, tout en partageant leurs bonnes pratiques et recommandations. Allez, c'est parti. Vous avez laissé votre manteau au vestiaire ? Bienvenue dans le club. Aujourd'hui, nous recevons Geoffrey Kazmierziak, Head of Design de Garant.me. Tu es notre nouvel invité de ce podcast et je te remercie chaleureusement d'avoir répondu positivement à mon invitation. Geoffrey, bonjour. Salut Paul, merci pour ton invitation. Geoffrey, c'est un plaisir de t'avoir ici avec moi. Tu as eu l'audace de répondre à une énième bouteille à la mer que j'ai envoyée autour de moi dans mon réseau de Head of Design. Et on s'est dit qu'on allait pouvoir discuter de plein de choses, du concept du designer entrepreneur par lequel tu es passé, ton parcours bien sûr, et puis ce que tu fais aujourd'hui chez Garant.me, et puis aussi ta place qui a évolué au fur et à mesure. Et puis ensuite, on discutera bien sûr de tes convictions design et de comment tu imagines ce métier, et enfin les recommandations. La première question que je pose à mes invités, c'est d'abord de savoir à quel moment tu as fait la rencontre avec le design et à quel moment tu t'es dit, tiens, c'est un métier qui me plaît. Eh ben, c'est assez jeune en fait. Je crois que ça devait être en 3e au collège. D'accord. On commençait un peu à cette époque, on s'intéresse un peu à ton orientation. On m'a demandé ce que j'aimais faire. Et moi, t'es jeune, t'es en 3e, moi je dis pas, j'aime bien dessiner. D'accord. Du coup, on m'a montré des écoles, enfin des formations que je connaissais pas du tout, t'es hyper jeune en 3e, on m'a montré des écoles type Beaux-Arts, des écoles de design. Et je me suis mis en tête que je voulais faire une école de design. Voilà. Okay. Ça, c'était en 3e et j'étais parti bien en tête là-dessus. Et la suite, c'est pas vraiment passé comme ça. Ça a été un peu plus... c'est un parcours qui a été un peu plus chaotique, enfin chaotique entre guillemets. C'est ce que je voulais faire après le lycée, mais le problème c'est que l'école de design que j'avais, donc c'est l'école de design de Valenciennes, c'était orienté objet, pas produit numérique. Mm-hmm. Elle était très chère et elle acceptait pas les étudiants boursiers. D'accord. Et c'était un milieu qui était assez élitiste. Ouais, au final, on t'a dit non, tu n'as pas le droit de venir parce que tu n'as pas assez d'argent pour le faire. Exactement. Donc c'est dur, élitiste. C'est dur comme premier échange avec quelque chose qui te passionne. C'est ça. Il était assez fermé sur lui-même. Je pense encore plus à cette époque. Ça c'est un peu changé désormais, mais à l'époque c'était très fermé. Et comme moi, je suis issu d'un milieu assez populaire. Il a fallu que je revoie un petit peu mon plan après le lycée. Après donc cette première, je dirais, expérience un peu négative avec le design, au final, tu vas vers autre chose. Ouais, je me réoriente. Je vais partir plutôt vers le journalisme parce que j'aime la littérature, j'aime écrire et du coup je me dis tiens c'est un métier aussi qui pourrait me plaire. Du coup j'entreprends une licence en sciences humaines, sociologie, anthropologie, art, culture et je commence à faire en 3e année des stages dans des quotidiens de presse régionale. Trop bien. Ça me permet de me mettre sur le terrain. Déjà, de voir un petit peu ce que c'est vraiment le journalisme, de le confronter à la réalité. Et puis, quand j'étais en stage, je me souviens que c'était en 2010-2011. Le gros sujet du moment, c'était mais comment on passe du papier au numérique.
Et je me souviens que c'était vraiment des sujets qui revenaient tout le temps. Et je me suis dit, tiens, ça c'est intéressant comme sujet. C'est bah voilà, comment on écrit pour le support numérique. Et je me suis dit, tiens, je vais m'orienter plutôt là-dedans, vers le produit numérique. Ouais. Et c'est là que je me suis orienté vers un master qui s'appelait Création Édition Numérique, qui était Très bien. à Paris 8. Et ce master, il proposait une formation assez généraliste, où il y avait du développement, donc on apprenait à coder, du design. Ah ouais, quand même, déjà. Et de la gestion de projet. Ouais, c'était un des C'est fou. seuls. Ok. C'est un des seuls masters en France qui proposait ça à l'époque. Il était un petit peu en avance sur son temps. Tout ce qui était école existait peu, et dans le public, il y en avait quasiment pas. Bien sûr. Du coup, c'est pour ça que je m'étais orienté là-bas et j'ai retouché au design. Et du coup, c'est à ce moment-là que je suis revenu à ce que je voulais vraiment faire. Trop bien. Et donc, c'est dans la branche design que je me suis spécialisé, mais du coup, de produits numériques, qui n'a rien à voir avec une école de design d'objets, même si c'est un truc que j'ai toujours en tête et que j'aimerais toujours faire. Ouais. Et en parallèle, il y a eu l'entrepreneuriat, un truc que j'ai aussi un peu cultivé assez jeune, parce que j'ai créé pas mal d'assos, j'avais des side projects en tout genre, dans le e-commerce, affiliation, etc. Donc j'avais déjà cette fibre-là assez jeune. Trop bien. Et du coup, les deux se sont rejoints en 2018 quand j'ai créé la startup Citima. C'est ce qui m'a un peu, ce qui a fait un peu rejoindre ça a rejoint les deux mondes. Moi, je me suis toujours je me définis un peu encore maintenant comme un designer, un peu entrepreneur. Ouais. Et du coup, j'utilise un peu le design comme une manière de penser les choses, mais aussi comme une sorte de boîte à outils qui va permettre la création ou l'amélioration d'objets numériques. Et Ouais, bien sûr. Et c'est vrai que moi, je suis un petit peu dans la même vision et c'est clair que quand j'ai créé Design Club, j'ai essayé de mettre en place, après à mon petit niveau, parce que j'avais pas encore non plus toutes les compétences, mais j'ai essayé de mettre en place la méthodologie de design thinking, d'aller d'abord échanger avec ses utilisateurs. Et c'est vrai qu'en fait, le design thinking, c'est simplement une façon de créer quelque chose, mais créer orienté vers ses utilisateurs. Donc c'est une vraie méthode pour les créateurs d'entreprises et c'est super que tu aies pu l'apprendre ensuite à l'école et ensuite et le mettre en application chez tes clients auparavant et puis ensuite en créant Citima. Justement, en fait, auparavant, tu passes d'abord, avant de créer Citima, tu as deux grosses expériences principales chez BNP en tant que product designer, lead product designer et chez Quant. Est-ce que on peut faire peut-être un peu un focus plutôt sur Quant? BNP, on connaît ce type d'entreprise. Mais Quant, tu arrives dans une entreprise qui a un objectif qui est de concurrencer Google, qui est d'être le Google européen. Et donc, ça devait être un moment un peu, un type d'entreprise assez différent des autres et donc des objectifs design assez différents. Effectivement, passer déjà de BNP Paribas à Quant, c'est un grand écart, hein, on va pas se le cacher. Quant, c'est un peu une aventure. Je pense que quand tu rejoins une entreprise comme celle-là, t'es un peu, tu rejoins vraiment une aventure. C'est-à-dire que tu vas relever un défi parce que l'entreprise relève un défi et qui était très grand pour elle. Et du coup, c'est ça qui me plaisait. À l'époque, chez Quant, quand moi je suis arrivé, ils n'avaient pas d'équipe design. Du coup, avec Pierrick, qui est devenu mon associé, on a monté cette équipe design chez Quant. On a recruté une équipe et puis on a mis en place tous les process, etc. Et on a commencé à mettre du design, enfin en tout cas à mettre de la pensée design dans justement la réflexion autour de ce moteur de recherche. Alors le moteur de recherche en lui-même, il voulait concurrencer Google, mais il voulait pas faire la même chose que Google. Il y avait bien sûr la question de la donnée personnelle, protéger la vie privée de ses utilisateurs, c'était et c'est toujours son mot d'ordre.
Et nous, notre réflexion, la réflexion qu'on voulait porter, c'était comment le faire aussi par design. Donc, comment le design va justement aussi créer et accompagner cette promesse. Donc, c'est vraiment dans toutes les phases de conception, il y avait cette valeur-là qui nous portait. Ouais, bien sûr. Et là, tu commences aussi le management, tu commences à recruter, tu découvres toute cette partie-là aussi en plus que de ton métier de designer. Ouais. Donc là, j'encadre, je recrute et j'encadre des designers plus juniors. Je me sers aussi d'une expérience de lead chez BNP Paribas avant. Et là, je vais encadrer des designers plus juniors, les accompagner aussi sur leur montée en compétences, sur comment on met en place un design system, pourquoi ça va nous servir. À l'époque, on travaillait encore sur Sketch, on n'avait pas Figma. Figma n'existait pas encore. Et du coup, on utilisait tout un tas d'outils pour faire ce que Figma fait aujourd'hui. En un seul, ouais. En un seul. Du coup, on était encore, ça tâtonnait encore plus à cette époque-là sur ces sujets-là, et c'était assez important puisqu'on devait nous refondre le moteur de recherche, le rendre utilisable, un peu plus peut-être désirable, et nous on voulait en profiter aussi pour faire quelque chose d'autre, donc pas forcément imiter Google dans sa manière de faire, même si on va pas se cacher que Google a créé l'usage, et du coup on va pas pouvoir changer les habitudes des utilisateurs. On n'avait pas cette prétention-là. En tout cas, dans la manière de montrer les résultats, de faire réagir l'algorithme, on avait une certaine prise. Ouais, c'est ça qui doit être super compliqué, c'est que c'est tellement entré dans les mœurs le modèle Google que en fait de faire un autre type de présentation, ça peut être à double tranchant, à la fois être vraiment disruptif et créer de l'engagement auprès des gens qui vous utilisent, ou à la fois justement susciter vraiment susciter un rejet de la part d'utilisateurs plus qui seraient moins touchés par ça, quoi. Design. Quand on cherche de l'adoption comme ça, il faut pas créer de rupture entre ce qu'il a l'habitude d'utiliser au quotidien, puisque c'est un réflexe, Google, c'est plus que, c'est une continuité de notre cerveau, donc, continuité de son, du ça. Et à la fois, on peut pas. Et à la fois avec l'arrivée de ChatGPT et de l'intelligence artificielle, on a l'impression que c'est aussi là peut-être que son hégémonie va peut-être de plus en plus se tarir. C'est fort possible. Parce qu'en fait, on pose des questions un peu différemment, et puis c'est peut-être plus complet en termes de réponses et en génération de réponses. Donc, ok, donc super, donc gros projet, et puis tu rencontres ton associé. Ouais. Rencontre mon associé Pierrick, en arrivant chez Quant, c'est lui qui m'a recruté d'ailleurs. Et, d'accord, super. Et fin 2018, on décide de se lancer. On se dit, tiens, et si on est tous les deux designers, donc du coup on se dit, d'accord. Et si on lançait notre propre produit, drivé par le design, c'est un peu une sorte de, je sais pas, une sorte de fantasme, quoi. Ouais, bien sûr que le design apportera le business, la qualité du produit et du design apportera le business. C'est exactement ça. On est parti avec cette idée-là. On se dit que, allez, on va faire un beau produit avec une super expérience, une super ergonomie dans un milieu où ils connaissent pas trop ça, et du coup, on va vraiment se démarquer. Et c'est là qu'on a créé Citima, qui est en fait un CRM à destination des agences immobilières, qui va. Alors pourquoi l'immobilier? Donc on a cherché un peu un milieu un peu niche, et à l'époque on était tous les deux en recherche d'appart, et on s'est dit, tiens, les conseillers immobiliers, quand même, les agences, elles mettent un temps fou à nous répondre. Et si on creusait le pourquoi, et du coup on a pris la posture du designer, et on a été leur poser des questions, regarder quel logiciel ils utilisaient, etc. Et à partir de là, on a commencé à créer
une solution qui leur facilite un peu le quotidien et qui va automatiser tout un tas de tâches qui sont hyper chronophages pour eux. Ouais. Et c'est une aventure qui a duré plus de 4 ans. On a fait une levée de fonds en 2021 d'1 million d'euros. On a recruté une équipe. On s'est beaucoup concentré sur la tech. On a un produit qui était très très complet sur le marché, qui n'existait pas, qui prenait en charge automatiquement les locataires, qui leur permettait de télécharger leur dossier de location, qui agrégeait toutes les demandes qui provenaient des portails d'annonces pour les agences. C'est quelque chose qui n'existait pas du tout sur le marché. Bien sûr. Et cette société, on l'a revendue à GarantMe début 2023. Et c'est là en fait qu'ils m'ont proposé d'intégrer, de les rejoindre en tant que Head of Design. Ok. Et juste pour comprendre un peu ton intervention, là chez Citima, comment vous faites pour aller lever de l'argent, rentrer comme ça dans toute la partie business, vous qui êtes designer, comment vous arrivez à prendre tout cet aspect-là et comment vous allez chercher les clients? Alors on s'est un peu dispatché le travail avec Pierrick. Moi je me suis occupé de toute la partie design de l'application et la partie sales et la partie marketing et la compta. Et non, et Pierrick en fait il faisait que développer parce qu'en fait il a un doctorat en informatique et il est très très bon. Il est très très bon. Donc là il y avait le duo produit et tech et en effet. Ouais, ok. Duo parfait pour arriver avec le produit idéal, d'arriver devant des investisseurs et de leur dire, bah regardez, tout est presque déjà fait, il n'y a plus qu'à, entre guillemets. Exactement. Et on avait une première traction qui était intéressante pour une équipe qui n'avait pas de sales et pas de. Et c'est un peu aussi ce qui a fait que c'était compliqué de lever des fonds quand même, parce que quand tu viens pas de. On est tous les deux issus de cycles universitaires, hein. On n'est pas de HEC, on n'a pas fait de grande école, etc. Donc déjà, là aussi, c'est déjà juste en termes de réseau, etc. C'est aussi un milieu qui est assez fermé, donc on doit aller se confronter à ça et on n'a pas d'ADN sales, donc on est 100% produit. Moi, ce que je trouve super intéressant dans ce projet, c'est que moi, dans mon rôle de sales que j'ai eu pendant les 10 dernières années, je suis passé par de nombreux CRM. Et des CRM très connus, je les citais, hein, les Salesforce, les HubSpot, ou même des outils un peu maison ou des outils open source. Et en fait, moi j'ai toujours trouvé que l'UX de ces produits-là était très 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 compliqué. Sauf peut-être sur un outil maison qui avait été fait chez X Republic et qui avait du sens, qui avait été bien fait. Et en plus, vu qu'on est dans une boîte de design, il y avait eu de la réflexion, mais c'était très niché. Et je trouve que, en effet, ce qui est hyper intéressant dans ce produit, c'est que le CRM va sur une niche et c'est ultra spécialisé sur une niche versus, si vous étiez en concurrence avec un Salesforce ou un HubSpot où ils arrivent et disent, c'est à vous de définir ce que vous voulez dedans. Et en tout cas, nous, nous, on peut tout faire. Après, c'est à vous de le paramétrer. Et en fait, on se rend bien compte que les entreprises, quand il faut paramétrer ensuite, elles savent pas le faire. Ils passent par des intégrateurs qui, eux, ont qu'une vision assez tech. Et en fait, il n'y a pas du tout toute la vision produit et facilité d'utilisation. Et donc, souvent, on est sur le produit est vendu, mais le produit, lorsqu'il est intégré, il correspond pas à ce que attend le client. Et vous, en fait, vous avez cassé tout ça avec ce projet. Et c'est là où je trouve que c'est innovant par rapport à ça. Et est-ce que toi, tu peux me donner un peu justement les retours clients que tu as eu et est-ce que c'était un peu ces retours-là que tu avais? Ouais, en fait, non, c'est beaucoup pour le concevoir. On s'est inspiré de on a beaucoup observé ce qu'ils faisaient au quotidien. On a observé comment ils utilisaient leur logiciel. Souvent, ils en utilisaient à peine 10%. Ils comprenaient pas. Le reste n'était pas dans le design, c'est affordant, quoi. Donc ça va pas. Ils vont pas comprendre comment ça marche, comment ça résonne. Et du coup, on s'est inspiré de ça. Et moi, c'est ce que quand je les ai vus, parce qu'il faut aussi s'adapter à la cible. Et moi, quand je les ai vus
utiliser leurs outils au quotidien, je me suis dit, OK, on va faire un truc Play School. Un jouet. C'est des boutons, tu vas les activer, ça va être au bon moment, etc. C'est vraiment comme ça qu'on l'a conçu, pour que déjà le logiciel modélise la prise en charge de leur locataire. Donc ça ressemble un peu à une boîte mail. Ensuite, ça ressemble, la page du projet du candidat locataire va ressembler un peu à leur fiche qu'ils utilisent, qui est au format papier, etc. Donc ils vont se retrouver dans le produit. Et en plus de ça, les actions qu'ils vont avoir à faire vont être hyper simples à utiliser et vont être présentes au bon moment. Et c'est vraiment comme ça que ça a été conçu. Donc là, on a vraiment modélisé une manière de faire et un process de travail, et on l'a transformé en logiciel, en fait. Et on n'est pas parti effectivement de plusieurs briques qu'il aurait fallu un peu construire en mode puzzle pour répondre à peu près à un besoin. Là, vraiment, on a modélisé l'ensemble. Alors ça, c'est vachement bien, hein, mais c'est très coûteux déjà pour un petit marché. Et en plus de ça, voilà, tu parlais tout à l'heure de tout ce qui était paramétrage, etc. C'est un business en fait pour les CRM. Bien sûr. C'est presque volontaire que ce soit complexe, parce que derrière, ils vont vendre cet aspect paramétrage, et ça fait... Ouais, il y a de l'humain derrière qui va justement faire tout ce paramétrage. Mais en fait, malheureusement, je suis peut-être jamais tombé sur des très bons intégrateurs, et c'est peut-être pour ça que j'avais cette vision. Et l'agent immobilier, quand il utilise votre outil, il l'utilise à la fois à son bureau, mais on sait qu'il est très souvent aussi en vadrouille. Ouais. Vous avez sûrement pris ça en compte aussi, le fait que ça puisse être sûrement sur un téléphone ou voilà, sur d'autres types de devices. Ouais, on l'a pris en compte. Sur certains, on avait deux profils, nous. On avait un profil B2B et un profil B2C, puisque donc on a le logiciel pour les agences. Juste entre parenthèses, ce logiciel existe toujours. Bien sûr. Il existe toujours chez Garant.me maintenant. Ouais. Il y a la partie B2B, donc ici, qui est très desktop, du coup, pas très mobile, parce que en fait, toutes les actions que les agences vont effectuer grâce au logiciel se font pas en mobilité. On a développé une vue mobile pour eux qui est purement consultative, mais tout ce qui est action, etc., c'est fait au bureau. Donc on n'a pas investi beaucoup sur la partie mobile pour eux. Par contre, sur la partie B2C, parce qu'il faut savoir que les locataires ont aussi un espace dédié, ils vont répondre à quelques questions pour qualifier leur projet immobilier. Ils vont donner des informations, un peu les informations que demande un agent immobilier quand on cherche un appart à louer. Hein. Ça va être quelle est ta situation professionnelle, ta situation d'impôt, est-ce que tu as déjà un logement, combien tu gagnes, etc. Donc ça, c'est des questions qu'on pose et qui vont permettre de qualifier le projet en fonction du bien, du loyer du bien. Et ensuite, on les invite à constituer leur dossier de location. Et ça, c'est des choses qu'ils peuvent faire en mobilité, qui est bien orienté mobile, puisqu'il y a toute une partie, peut-être pas la partie documentaire, parce que les gens vont encore sur leur ordi pour le faire, mais toute la partie en amont, qu'ils soient très réactifs et qu'on puisse capter leur attention très vite, c'est très orienté mobile. Et puis ensuite, en 2023, Garant.me vient vers vous, même si c'est des gens que vous connaissez depuis un petit moment, parce que c'est dans le même écosystème. Et donc, toi, tu vas prendre le poste de Head of Design de Garant.me. Ouais. Est-ce que justement, tu peux m'expliquer un peu cette partie-là, parce que ça doit pas être simple de à la fois laisser partir, entre guillemets, son bébé, et puis prendre une place dans une autre entreprise pour animer cette entreprise-là et une équipe qui peut-être est déjà présente. Ouais. Voilà. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer comment tu as géré cette partie-là et les défis que tu as eu à relever? Ouais, déjà, je vais peut-être, pour contextualiser un peu, expliquer ce que c'est Garant.me. Ouais. Juste présenter un peu la société pour que les gens arrivent un peu à se projeter dans qu'est-ce qu'elle fait, cette boîte.
Chez GuarantMe, en fait, l'objectif de GuarantMe, c'est de faciliter la vie des bailleurs, des agences et des locataires. Alors là, tu vas me dire, vaste programme, c'est assez ambitieux. Concrètement, historiquement, GuarantMe il propose de se porter garant pour les locataires qui n'ont pas la chance d'avoir un garant physique pour louer leur appart. Donc, si on trouve un appart et on n'a pas de garant, et ben eux se positionnent. Nous, on se positionne pour justement se porter garant pour eux. Et ils proposent également des contrats de garantie loyer impayé. Donc ça, c'est plus côté agence pour assurer les loyers. Et puis, récemment, du coup, avec l'arrivée de Citima qui a intégré GuarantMe, GuarantMe leur offre de l'équipement logiciel pour faciliter la gestion des agences au quotidien. Voilà, pour faire un peu bien sûr. de ce que propose GuarantMe. Comment moi ça s'est passé franchement assez bien. C'est vrai qu'il y a une partie, il y a un peu une partie de deuil au départ quand tu vends ta boîte, tu te rends compte que tu n'as plus les clés, tu te rends compte que tu dois retourner dans un rôle qui est beaucoup plus exigu, donc tu te sens un petit peu à l'étroit. En réalité, c'est mon métier d'être designer. C'est un métier que j'ai connu, c'est ce que j'aime faire, donc c'était pas déplaisant. Je pense que juste le côté un peu exigu de passer de chef d'entreprise à salarié, c'est hyper compliqué. Il y a un petit cheminement à faire et un travail sur soi qui va être je fais confiance, je passe les clés, c'est plus à moi de gérer. Et heureusement, et c'est comme ça aussi qu'on a choisi GuarantMe, parce qu'on avait plusieurs repreneurs. Heureusement, on était avec des gens super, Thomas et Émile, qui sont les créateurs de GuarantMe, sont des gens super qui me laissent une place et qui laissent place à ma réflexion, à continuer ma réflexion et poursuivre ma vision, et avec eux. Donc, même si dans le poste, je vais me sentir exigu, dans une boîte plus grande aussi, en fait, je suis pas, on m'a pas privé de liberté. Et c'est pour ça que je suis encore là et que je vais y rester, parce que justement, j'ai cette place. Enfin, ils ont réussi à m'accueillir, en fait. Et ce qui c'est pas toujours le cas quand tu es fondateur d'une boîte et que tu la vends et que tu rejoins la société qui achète. C'est pas toujours évident et ça marche assez rarement de ce que j'ai pu voir. Tout à fait. C'est pour ça que moi j'étais assez intéressé par avoir ton retour d'expérience et de savoir comment se passe sainement un bon rachat. Je pense qu'il y a aussi le fait que Citima, comme tu le disais, ça existe encore. Alors peut-être pas sous cette marque-là, mais en tout cas le produit existe encore aussi chez GuarantMe, et ça fait partie des produits importants, et que c'est une brique de plus pour eux. Et qu'en plus, toi, tu vas rencontrer d'autres briques et tu vas les faire rentrer un peu dans une vision produit et design que tu peux apporter à GuarantMe. Peut-être qu'à l'époque, GuarantMe, ils n'avaient peut-être pas ce même niveau de vision design. Il y a deux choses du coup. Il y a la vision produit qu'ils avaient. En fait, ils essayaient de faire la même chose à l'époque, et du coup, quand ils ont su que nous on cherchait un repreneur, ils se sont positionnés. Du coup, ça rentrait parfaitement dans la vision. Ils ont pris, GuarantMe, je pense qu'il a gagné 3 à 4 ans de développement grâce à ce rachat. Et puis ensuite, il y a la partie vraiment mon poste maintenant de Head of Design chez GuarantMe, qui est tout un autre sujet, parce que c'était aussi un pôle à reconstruire, à redéfinir, etc. au sein de la société. Et ça, c'est là, je pense qu'on embraye sur un autre sujet. Là, aujourd'hui, dans ton équipe, vous êtes organisé comment, et quels sont les projets auxquels tu fais face et les challenges que tu relèves? Alors aujourd'hui, on a une petite équipe de designers. On est 4, moi compris. Donc on a 3 designers et puis moi. C'est pas une très grosse équipe. Point de vue produit,
on a 3 cibles, juste pour faire un petit peu le point. On a 3 cibles. La cible B2B avec le logiciel qu'on met à disposition des agences, B2C avec l'espace locataire, et puis aussi on a une interface utilisée en interne. Donc ça nous fait 3 produits. D'accord. On rencontre pas mal de problématiques très différentes, et les solutions qu'on conçoit, elles ont toutes des spécificités qui leur sont propres, que ce soit en termes d'ergonomie, de temps à adopter pour s'adresser à l'utilisateur, de parcours, etc. Et comment nous on est organisé, on n'est pas organisé en squad, on est plutôt en mode de studio, c'est-à-dire qu'on va accueillir les projets, on va les spécifier, on va leur donner une taille, une priorité, etc. Et puis moi je m'occupe de faire rentrer ça dans une roadmap. Ouais. Voilà un petit peu comment on est organisé au quotidien. Peut-être un sujet sur lequel on pourrait revenir, c'est ce que je te propose, c'est peut-être voir un petit peu de où a démarré l'équipe design Garant Me avant mon arrivée. C'est ça en fait, j'allais te poser la question, c'est que tu arrives dans une nouvelle équipe, tu dois analyser et voir les niveaux de chacun, te dire qu'est-ce qui est possible de faire, est-ce que les gens vont me suivre, leur donner aussi ma vision design de ce qui existe déjà. Donc ça, c'est vrai dans la préparation, on en avait discuté. Est-ce que tu peux nous présenter un peu la façon dont tu as fait pour intégrer cette équipe et ensuite la faire évoluer par rapport à ton analyse? Il y a eu plusieurs phases, parce que même ça, c'est pas évident aussi ni pour moi, ni pour l'équipe, de voir arriver le CEO de la boîte qui viennent de racheter, devenir leur responsable, leur manager. Ouais. C'est pas évident c'est pas évident de se projeter là-dedans. Ça peut créer des incohérences, se dire est-ce qu'ils l'ont mis là parce qu'il y avait une place, Ouais, ça, il y avait un petit côté de légitimité. et puis il y a des gens qui disent ça aurait pu être moi, et puis où on a peur de tiens, qu'est-ce qu'il va faire de nous, est-ce qu'il va pas venir avec son équipe? Oui, voilà, il y a plein de peurs infondées qui sont là, qui sont normales, qui sont naturelles, et du coup il faut les accepter et puis faire avec. Moi, en arrivant chez Garant Me, j'ai commencé par déjà faire connaissance avec l'entreprise, avec les personnes qui composent cette entreprise, avec sa culture, ses valeurs, sa vision, ses ambitions. Et puis j'ai observé un peu comment elle les incarnait dans sa manière de faire, et plus spécifiquement du coup dans l'équipe produit et design. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai réalisé une sorte d'audit pendant quelques semaines. Je me suis posé en observateur. Bon, déjà, il y avait tout l'aspect passation. J'avais pas mal de choses à transmettre à toutes les équipes. Mais j'en ai aussi profité pour regarder travailler l'équipe produit, observer ses habitudes, ses process, noter ce que j'entendais pendant les réunions. Et puis à partir de ça, comme une sorte de médecin, j'ai établi un diagnostic et j'ai commencé un peu à dessiner un plan d'amélioration à court, moyen et long terme que je leur ai ensuite présenté. Donc voilà, il y avait des problèmes au sein de l'équipe produit, au sein du design, il y avait des frustrations, il y avait des choses qu'ils voulaient faire, il y avait une impression de ne pas évoluer, etc. Et donc j'ai essayé de mettre le doigt sur des choses qu'on pouvait résoudre tout de suite et des choses qui prendront un tout petit peu plus de temps à résoudre. Je vais donner quelques exemples. On avait des problèmes de communication entre l'équipe design et l'équipe front-end qui n'étaient pas... c'était complètement désaligné. Donc voilà, il y avait des composants qui étaient présents dans leur design system, mais pas dans la production. Tu avais des noms de composants qui étaient différents en front et côté design. Du coup, ils avaient du mal à se parler. Tu avais des processus de mise à jour de composants ou de maquettes qui n'étaient pas définis, etc. Donc, il fallait que j'apporte une solution. Donc, voilà, on a décidé d'uniformiser les design systems. Il faut savoir que moi, quand on est arrivé avec Citymesh et Garant Me, on a apporté un nouveau design system. Et du coup, ça en faisait, je crois que ça en faisait 4 au total, enfin 4 qualités. Donc il y avait une grosse dette par rapport à ça. Du coup, on a mis les choses à plat. On a commencé l'uniformisation et on a commencé une
une base de documentation, donc créer là un vrai design system sous Supernova où on va tout documenter. Une ponctuation pour te rappeler que tu peux supporter le podcast Head of Design en donnant ton avis 5 étoiles et en t'abonnant pour suivre nos prochains épisodes sur ta plateforme d'écoute préférée. Enfin, partage l'épisode à ton réseau, car la première règle du Design Club est de parler du Design Club. Merci à vous. C'est ce que j'allais te poser comme question, c'est que justement, le design system, quelle est toi là? Parce qu'en fait, l'une des problématiques du design system, c'est en effet d'une part la nomenclature, et puis ensuite c'est la capacité à automatiser le fait de mettre à jour le design system après auprès des front-end. Et donc là, il y a des stacks techniques, souvent on annonce Figma, Zero Waste Storybook. Toi, comment tu as fait ça? Avec quels outils? Nous, on a utilisé Supernova pour le faire. Je connais pas, j'avoue que je connais pas. Ouais, c'est une sorte de... c'est un espace de documentation où tu vas documenter tout ton design system, donc comment tes éléments fonctionnent. Et puis, ça va pousser aussi les mises à jour de composants, donc c'est plugué à Figma et ça va pousser la mise à jour des programmes. Ok. Donc c'est une sorte de concurrent de ouais. 08 et de Storybook. Exactement. Ok. Et donc là, en fait, deux choses se passent avec cet audit, c'est que à la fois tu leur montres techniquement que tu as compris un peu les problématiques techniques, organisationnelles, et puis ensuite tu vas aussi mettre le doigt sur aussi toute la partie UX et avec les critères ergonomiques de Bastien Escapin, les heuristiques de Nielsen. J'imagine aussi que tu vas aussi montrer comme ça peut-être la voie vers peut-être un peu plus d'uniformisation et une expérience affordante, comme tu le disais précédemment. Oui, après, il n'y avait pas... c'était une école... Pas le cours magistral devant tout le monde. Voilà, c'était ça. Je voulais pas devenir le prof. Et puis, c'est vrai. Il y avait vraiment beaucoup de trucs à faire. T'as raison, la façon dont je les présentais, c'était un peu comme ça. C'est parce que je suis dans une salle de cours. Ouais. Ça fait un peu peur. Et du coup, non. Désolé. Je pense que c'est plus des conseils qui sont distribués au cas par cas et en fonction des projets pour justement le faire évoluer un peu le potentiel de l'équipe. Est-ce que justement, pardon, je te coupe, mais est-ce qu'il y a eu une réflexion peut-être des ateliers où tu as, avec l'équipe, ta nouvelle équipe, c'est peut-être des ateliers de co-création et des visions de cette roadmap et de priorisation, j'imagine, peut-être aussi, c'est peut-être quelque chose que tu as mis en place? On en a beaucoup discuté. En fait, la clé à mon arrivée, c'était surtout la communication, c'était rassurer et puis montrer aussi que on savait où on allait. Là, c'était surtout ça. C'est passé par des échanges, ça peut prendre la forme d'ateliers, de board, de tout ce que tu veux, mais en tout cas le but c'est vraiment de montrer que tu sais où tu vas, que tu as compris et que tu es aligné avec aussi les attentes, même si elles sont pas formulées, les attentes, un peu l'attente de l'équipe. Si on prend un peu l'échelle de maturité Nielsen Norman Group, quand je suis arrivé, on était un peu au palier 3, tu vois. Donc le design il était présent mais un peu émergent. T'avais des designers qui étaient plutôt qui étaient bons mais qui sont bons mais qui sont au stade de maquettiste un peu. Donc c'est des experts Figma qui sont très orientés livrables et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup maintenant. T'as des boîtes comme Figma qui communiquent énormément, qui ont une force de communication énorme et du coup elles vont tout faire tourner autour de l'outil. Alors que, et du coup, elle ferme tous les champs du designer sur elle-même. Et du coup, tu as énormément de designers juniors, j'en vois énormément qui se disent, OK, c'est bon, je maîtrise le design parce que je maîtrise Figma, mais en fait, c'est pas... le design, c'est un... Et en plus, ça a je fais juste une parenthèse là-dessus, ça a deux défauts. C'est petit 1 que ça te donne une mauvaise définition de ce qu'est ton métier, et en plus de ça te casse dans ta créativité
parce que la créativité dans le métier de designer, c'est pas un gros mot, hein. C'est aussi des métiers, c'est un métier créatif, et que l'outil parfois t'enferme tellement que voilà, moi ce que je leur ai demandé quand je suis arrivé, c'est on coupe Figma et quand on réfléchit, on prend une feuille de papier, un crayon. Alors ça c'est peut-être un peu vieille école, mais ça permet aussi d'ouvrir, de pas être enfermé par l'outil quand on est en train de réfléchir. Donc voilà, à ce moment-là, quand je suis arrivé, il y avait le budget, il y avait l'intention, mais il manquait une vision, il manquait un plan. Il a fallu faire un pas en arrière, ouvrir le champ pour libérer le potentiel de l'équipe. Ouais, et puis lui permettre d'asseoir sa légitimité c'est ça. à penser, projeter, concevoir. J'allais parler de ça, justement, de légitimité, à la fois que ton équipe se sente légitime de faire du design, plus que des maquettes, avoir la capacité de faire ça, ou en tout cas les faire monter en compétences pour qu'ils puissent le faire. Et à la fois, j'imagine, côté produit, PO et autres intervenants avec qui ils travaillent, faut qu'ils acceptent aussi de laisser tes designers avoir un rôle de designer, et que donc il va faire de la recherche utilisateur, il va faire des tests, il va aussi animer des ateliers. Et ça c'est peut-être ce qui est plus peut-être compliqué à faire dans la culture, si la culture de l'entreprise était peut-être pas aussi ouverte que ça. Bah, au début, ouais, c'était un peu compliqué. Après, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réuni un peu tout le monde autour de la table. Et puis, ce que j'ai commencé à faire, donc j'avais fait cette audit. Et puis, j'ai aussi un peu redéfini le rôle du designer. Donc, moi, qu'est-ce que j'entendais par designer, et qu'est-ce qui se cachait derrière ce rôle. C'était pas que la partie maquette. Du coup, voilà, il a fallu vraiment créer une vision pour l'équipe et redéfinir son rôle au sein de l'entreprise. Ouais, je comprends. Et aussi rappeler, donc ça c'est c'est encore une parenthèse, mais c'est aussi rappeler que le design, il est pas forcément né avec les produits numériques, qui s'inscrit dans un courant de pensée, une histoire. Ouais. Et aujourd'hui, les designers juniors le connaissent peu ou pas. Et du coup, c'est aussi important qu'ils se remettent, voilà, ils s'inscrivent aussi dans une histoire du design, entre guillemets. Et j'allais dire, au-delà des designers, aussi tous les gens un peu autour d'eux. Oui, voilà, c'est ça. Comment tout ça s'articule et fonctionne dans l'entreprise. Et du coup, moi, ce que j'ai posé, c'était un peu les compétences attendues et un peu ce que j'attendais dans leur champ d'action. Ouais. Et j'ai noté tout un tas de phrases. C'est observer des signaux faibles, remettre en question, rendre tangible, interpréter, inciter, synthétiser, soulever des problématiques, émettre des hypothèses, reformuler, etc. Donc, le but, c'était de remettre des mots sur le métier en lui-même. Vraiment déjà. Une cartographie des compétences. C'est ça. C'est même pas des cartographies, c'est des intentions. Ouais. Un état d'esprit. Voilà. C'est vrai que ça me souvent, tu sais, ça donne la cartographie des compétences, ça donne des graphes un peu parfois, bon, c'est ça. Compréhensible ou pas, mais en tout cas, ça donne des graphes. Et là, en fait, c'était un peu autre chose. C'était une intention. Je trouve ça super intéressant le mot que tu as utilisé, aller vers ça. Pour l'instant, vous y êtes peut-être pas, mais en tout cas, il faut que ça rentre dans votre façon de travailler. C'est comme ça que vous allez progresser. Et justement, sur les personnes où tu te dis, bah tiens, il doit y avoir un progrès qui doit se faire. Est-ce que tu es allé vers des formations spécifiques? Est-ce qu'il y a eu un accompagnement que tu as pu mettre en place? Oui, je les accompagne un peu au quotidien. De toute façon, dans le développement de compétences, donc ça faisait partie un peu du plan aussi quand je suis arrivé. Déjà, il faut prendre en compte, il y a plusieurs points à prendre en compte. C'est quelles sont les ambitions de la personne que tu as en face de toi. Quels sont ses besoins, les besoins qu'elle ressent en termes de formation, donc ce que la personne elle-même conscientise en termes de manque. Dans quoi elle doit se spécialiser si c'est le cas, et puis ensuite il faut réussir à faire correspondre ça avec les besoins de l'équipe, et puis le contexte de l'entreprise, donc sa configuration, ses moyens, donc qu'est-ce qu'on est capable de lui apporter. Je comprends. Et du coup j'ai essayé de trouver un mix avec tout ça. Donc voilà, j'ai quelqu'un de l'équipe, Clarisse, qui s'occupe du design system,
qui fait ça super bien, qui se spécialise là-dedans, et elle veut absolument faire ça. Ouais. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai accompagné avec mes connaissances sur le design system, et puis je lui ai ouvert un espace, des réflexions au milieu de toutes de toute la prod, et je lui ai ouvert un espace de réflexion, je lui ai ouvert du temps pour qu'elle puisse creuser ce sujet et avancer bien correctement, en l'orientant aussi vers des gens que je connais, qui Ça, c'est il y a des design systems dans d'autres boîtes, et je l'ai mis en contact. Voilà, c'est un peu ça la montée en compétences. c'est hyper intéressant au-delà de parfois aller en formation, etc. Je trouve que ce que tu as dit, c'était hyper intéressant en fait, de lui libérer du temps dans sa prod quotidienne Mm. pour dédier uniquement à ça. Donc, faire de la veille, à aller tester des outils, j'imagine, à aller justement être en échange avec des gens de ton réseau, et puis se poser les bonnes questions et réfléchir sur des tâches de fond. Et en tout cas, lui dire oui, oui, tu as du temps et fais-le. C'est ça. Ouais. Donc, c'est donner l'opportunité. Donc, c'est pas dire, OK, fais-le. Et en fait, Ouais, et puis quand t'as le temps, et puis ouais, mais bon, t'as quand même ça à livrer, et puis tu le fais à partir de 18h, ou tu le fais chez toi parce que c'est bien. Ok, non, c'est super, c'est un super bon conseil à reprendre, je pense. ouais. Mais après, c'est une question d'organisation. Et Ouais. parfois, il m'arrive de prendre des choses. Tu vois, je prends plus de projets parce que je sais que je dois libérer du temps pour une personne de mon équipe sur un autre sujet. Je sais que j'ai Sarah qui, elle, est plus sur la partie UX Research. Et on a commencé à mettre en place un repository avec toutes les données de recherche qu'on récolte, pour justement que tout le monde puisse puiser de l'information et ne pas avoir à refaire les mêmes recherches et aller chercher les mêmes insights. Voilà, on a Ouais, trop bien, tu fais la transition parfaite parce que je voulais justement aller sur ce sujet. panique. Et justement, ça m'a apparu intéressant et ça me prouve, ça me prouve en effet la maturité UX que prend 40 000. Je vois que tu fais justement un research repository, que vous organisez votre recherche. C'est souvent signe d'un niveau de maturité qui évolue très bien. Comment vous avez fait ça et quels sont aussi les outils que vous utilisez pour le faire? On a commencé avec une page Notion, déjà, comme beaucoup. Et puis ensuite, j'avais découvert, je connaissais Dovetail, qui permettait de faire ça, qui permettait d'y inscrire toutes ces recherches, de les taguer et puis de les catégoriser. Ouais. Donc, c'est un gros boulot quand même, hein. Donc, c'est ça. Ça demande de la maintenance, etc. Enfin, c'est à double tranchant, hein, parfois. J'ai des retours qui sont parfois mitigés quand on va trop loin dans le repository. C'est ça. On essaye toujours, nous, de notre côté, de se dire, OK, on veut faire ça. Donc, c'est un peu, on veut faire comme les grands. Et quand j'entends grand, c'est par les boîtes qui ont des cinquantaines de designers, tu sais. Bien sûr. Nous, on n'est pas beaucoup. Mais par contre, on peut s'en inspirer et essayer de faire quelque chose parce que nous, l'intérêt, que ce soit le design system, on fait pas un design system pour faire un design system, on fait un design system parce qu'on n'est pas nombreux. Qui va nous servir. Si on le fait derrière, on va gagner du temps pour autre chose. Si on fait un repository, on va gagner du temps pour autre chose. Et le autre chose, souvent, c'est va se libérer du temps pour tout ce qui est aspect réflexion, création, vision. Et ça, c'est un peu de l'or dans les boîtes d'innovation. Ouais. Et du coup, tout ce qu'on peut économiser comme temps, même si c'est beaucoup d'investissement au départ, on va le faire. Et le parti repository, ça partait un peu du même constat, c'est que ils avaient fait des bribes de recherche utilisateurs, etc. C'était disséminé. Ce que je trouve intéressant, moi, du Research Repository, c'est aussi pouvoir mettre de la data à de la donnée qualitative et donner un poids aux futurs features. Se dire, les utilisateurs, ils veulent plutôt aller vers ça plutôt que ça, parce que on a 300 insights qui montrent que c'est un sujet important versus les 150 pour les autres sujets. Et ça, c'est vraiment, je trouve, c'est vraiment ce qui apporte aussi la valeur d'un repository. Est-ce que ça aujourd'hui, vous arrivez à le faire avec
avec les équipes produits lorsqu'il faut définir ce qui rentre dans la roadmap et dans qu'on appelle ça dans les features qui vont arriver, pardon. On s'en sert. Alors, on se sert de la recherche pour faire ça. On va creuser des sujets. On fait des recherches de tailles différentes en fonction du temps qu'on a alloué, du budget qu'on a alloué sur le sujet. Et ça pourrait être un podcast à part entière, mais de l'impact business et du lien entre le travail du designer et sa conscientisation à la fois de son impact business et de l'impact sur l'utilisateur et comment on lit les deux. Mais bon, ça sera encore un autre sujet. Et du coup, on se sert de la recherche et on peut se servir du repository, mais plutôt du coup pour aller chercher à confirmer des choses. D'accord. Nous, comment on s'en sert, c'est surtout pour ouvrir la connaissance à d'autres équipes, qui sont les équipes sales, qui sont les équipes marketing, etc., qui peuvent aussi s'en servir pour leur réflexion. Et puis nous, pour nous assurer qu'on fait pas le même travail deux fois. Ouais, parce que c'est aussi un des combats souvent d'un research repository, est-ce que c'est très bien d'en avoir un, mais est-ce que les gens le consultent, est-ce qu'ils le regardent, est-ce qu'ils le lisent? Et ça, parfois, il faut faire un petit peu de pédagogie et aller au-devant des équipes pour leur expliquer ce que vous avez fait et la valeur que les gens peuvent y retrouver. Tu sais, moi, je considère qu'une équipe dans une entreprise est comme une entreprise dans une entreprise. C'est-à-dire que si jamais elle communique pas sur ce qu'elle fait, elle n'existe pas. Donc, ce sont aussi des instruments de communication en interne. Ça fait le design system, des protocoles qu'on met des protocoles qu'on met en place, des process, des choses qu'on a faites. Ça va être aussi des instruments de communication et on va les communiquer auprès de l'équipe sales, on va communiquer auprès de l'équipe marketing, etc. pour montrer ce qu'on a fait et les inviter à. Et dans le cadre du repository, c'est la même chose, c'est les inviter à consulter, etc. Donc, après que ce soit, que ça devienne un réflexe, parfois c'est hors de portée de faire que ça devienne un réflexe parce qu'on a tellement de choses à faire, mais en tout cas, l'idée c'est de dire, tiens, t'as pas cette info, mais t'as cherché dans le repository. Tu vois, c'est histoire de l'ancrer. Et l'ancrage, ça prend du temps. Ouais, tout à fait. Et ça, aujourd'hui, tu sens que c'est quelque chose qui évolue positivement chez 40 000. Bon, tu vas peut-être pas me dire non, mais en tout cas, tu sens que c'est entendu et que vous vous battez pour ça, quoi. C'est un peu ce qu'on appelle nos sujets fil rouge. Et oui, on se bat pour ça et on essaye toujours d'allouer plus de temps à ça. Je vais pas te cacher que ça dépend des périodes. Hein. Il y a des périodes où on va être à fond sur pas sur du livrable pur, mais en tout cas, on a une roadmap qui est chargée et on va devoir mettre toutes nos forces dessus. Et puis, sur certains quarters, on va mettre un peu moins de temps sur le sujet UX Research Repository, mais sur le quarter suivant, on a pris conscience qu'on a perdu du temps et du coup, on va allouer plus de temps. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'il faut aussi naviguer, quoi. Par exemple, si quand tu vas recruter quelqu'un, qu'est-ce qui chez toi va faire tilt dans le fait de tiens, c'est un profil qui est pertinent dans mon équipe, j'ai envie de travailler avec lui, qu'est-ce qui fait ressentir ça? Moi, quand je recrute un designer, je vais d'abord analyser un petit peu ses cheminements de réflexion. Je vais essayer de détecter sa méthode, sa capacité à défendre son sujet, à justifier sa conception. Je veux comprendre comment la personne pense, comment elle réfléchit. Il y a tout un... Oui. Ouais, et ça, tu le testes comment? Je discute et j'écoute. J'écoute ce qu'on me dit. Je prends... t'as les process de recrutement assez classiques où... On l'a aussi chez nous, hein, où tu as un entretien avec un membre de l'équipe RH, ensuite avec moi, ensuite avec l'équipe, ensuite avec le CPO, et puis ensuite tu as le use case. Entre les deux, tu as un use case. Moi, je suis pas forcément très fan des use cases. Sur certains profils, je vais le demander parce que je n'ai pas eu suffisamment d'éléments pour
pour analyser ce que je viens de te dire, mais la plupart du temps, une discussion suffit. Si la personne me montre ce qu'elle a déjà fait, qu'elle arrive à contextualiser ce qu'elle a déjà fait, c'est-à-dire, voilà, j'ai eu à travailler sur ce projet, le contexte c'est ça, le besoin c'est ça, la solution qui a été imaginée c'est ça, elle a été imaginée comme ça, grâce à ça, etc. Et puis qu'elle me montre un petit peu comment on en est arrivé là, et tout en prenant en compte, en tant que recruteur, c'est quel est le contexte autour. Bien sûr. Parfois, tu vas avoir quelqu'un qui va te présenter un sujet, et puis moi j'ai déjà vu des recruteurs dire ah ouais mais t'aurais dû peut-être faire comme ça, et pourquoi t'as pas fait ça. Moi-même, hein, j'ai déjà passé des entretiens où ça m'est arrivé, où t'avais un head of design qui te dit ouais mais moi j'aurais fait plutôt ça, pourquoi t'as fait ce choix-là, un peu sous le ton du reproche. Je pense que c'est une très très mauvaise façon de faire, et ça prouve un manque d'empathie qui normalement fait le designer. Normalement tu cherches à saisir le contexte, comment ça a été conçu, et quelles ont été tes contraintes, parce que le métier de designer est aussi un métier de contrainte. Donc voilà, j'essaie de capter tout ça, Ouais. et puis je me fais une idée à partir de ça, et ensuite c'est l'intuition qui joue, l'expérience de la personne, et puis de toute façon dans la discussion et dans la manière dont elle va s'exprimer et exprimer ce qu'elle a fait, où elle veut aller, souvent tu as déjà pas mal de réponses. Ouais, mais je trouve qu'en effet, le niveau de discours, il est important, de savoir exprimer une idée, de savoir exprimer une idée en utilisant un plan bien précis, en expliquant une méthode, et d'être méthodique dans la façon dont on le fait. Et puis, moi, je trouve qu'il y a aussi la capacité à fédérer, à donner envie de travailler avec cette personne, parce que j'ai connu des designers où tu te dis, bon, bah, demain, si je suis en atelier avec cette personne, je sais pas trop si il y a beaucoup de choses qui vont en sortir. Je trouve que la personnalité, avoir un caractère qui est enthousiasmant, engageant, c'est ultra important, en tout cas, de se positionner de cette façon-là pour être designer et faire un peu l'analyse de son profil et de se dire est-ce que si je l'ai ou pas dans mon bagage, et si je l'ai pas, comment je fais pour l'améliorer, même si c'est compliqué parce que c'est quand même un peu un soft skills. Donc voilà, ça vient pas comme ça, mais il faut parfois peut-être se faire un peu violence et dire bah tiens, je suis peut-être pas très à l'aise, mais il faut que je me lance à faire un atelier, peut-être à le préparer encore plus, ou à le tester auprès de mes collègues ou de ma famille, je sais pas, avant, pour voir si j'arrive à leur donner envie de m'aider à trouver la solution. Voilà. Ouais, il y a l'aspect communication. Donc là, tu parles d'atelier, mais je pense aussi que l'aspect communication, élément de langage est hyper important, et qu'il faut apprendre à communiquer le plus précisément possible, parce qu'il y a deux possibilités. Enfin, il y a plusieurs enjeux. Il y a l'enjeu où tu vas aller effectivement faire des ateliers, essayer de communiquer le mieux possible avec d'autres équipes, etc., chercher de l'information, communiquer avec tes utilisateurs, mais il y a aussi la partie où tu vas gagner en seniorité et tu vas commencer à communiquer avec ta hiérarchie, devoir faire passer des messages, devoir convaincre, devoir apporter des éléments, être le plus précis possible dans la manière dont tu vas communiquer. Et ça, c'est aussi des choses qui sont hyper importantes quand tu évolues. Si tu as un vocabulaire qui est hyper limité, que tu as du mal à poser ta pensée, à la spécifier, etc., tu as un tout petit peu plus de mal. Oui, je suis d'accord. Et il y a aussi un aspect dont je voulais parler avec toi, c'est la capacité aussi à quantifier l'impact de l'UX. Parce que dans les différentes interviews que je fais avec les Head of Design, ce dont je me rends le plus compte, c'est que ce sont des personnes qui, lorsqu'ils échangent avec les comités de direction, ils ont une nécessité de rendre le design tangible et quantifié, parce que mesurable. Voilà, comment mesurer l'UX. Et ça, est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à mettre en place aujourd'hui chez Garant Me? Est-ce que c'est un axe d'amélioration peut-être?
Comment tu vois ça fait justement partie des derniers axes à travailler. Moi je suis parti du début de l'introduction, hein, donc du coup, comment on définit un projet, comment on fait la recherche, comment on améliore la delivery, les livrables, etc., le design system. Et puis là, on arrive justement au sujet de l'après. Et souvent, dans les équipes, tu as la partie livraison, c'est-à-dire que le designer va livrer ce qu'il a fait, et puis il va passer à autre chose. Ce qui fait que derrière, il n'y a pas l'aspect mesure, itération et amélioration continue. Alors bien sûr, il faut les moyens, hein, pour faire ça, parce que ça demande des gens, ça demande du temps. Bien sûr. Mais même si ton équipe n'a pas forcément le temps d'aller s'occuper d'une feature qu'elle a livrée il y a quelques mois, plus d'en créer une nouvelle en même temps. Donc nous, ce qu'on a mis en place justement ce semestre comme objectif, puisqu'on se fixe des objectifs chaque semestre, c'est justement cet aspect mesurabilité. Et là, pour chaque nouveau projet qu'on démarre, que chaque designer démarre, il doit identifier 3 choses mesurables pour le succès du projet. Ah, c'est super ça. Et ça fait partie des objectifs de chaque designer. Et du coup, c'est comme ça aussi qu'on monte en compétences. C'est-à-dire à chaque semestre qui passe, on va rajouter quelque chose. Et là, aujourd'hui, c'est pas tu vas mesurer, c'est tu identifies des choses mesurables. C'est-à-dire qui vont faire le succès de ton projet. Tu apprends à identifier les choses qui vont faire le succès de ton parcours utilisateur. Et ça, c'est en lien, tu le bosses en lien avec le PM, bien sûr. Bien sûr. Et le but là, c'est juste que ça soit identifié. Parce que forcément, on me dit oui, mais comment on fait pour mesurer, comment je fais pour présenter le rapport, etc. On verra ça plus tard. On apprend déjà à mettre le doigt sur les bons points. Et puis ensuite, on verra comment créer les rapports et communiquer à partir de ces rapports et créer une boucle itérative. Donc tu vois, c'est juste que ça fait un an, hein, que je suis là. On arrive à ce stade-là, donc c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et juste un conseil, je pense, pour les équipes comme ça, c'est de ne pas tout faire en même temps. C'est vraiment. C'est vrai. Des fois, je trouve que c'est vrai qu'en plus toi, qui est passé par l'entrepreneuriat et moi, je commence à le vivre. On a envie de tout faire. On a envie de tout faire très très vite, et puis on commence à avoir des idées de side project qu'on commence à allumer aussi, enfin bref. Et c'est vrai que parfois, justement, peut-être toi, ton retour d'expérience, ça permet aussi de te dire, ok, on peut pas tout faire en même temps, mais en tout cas, on va y aller step by step, et je trouve ça hyper intéressant de faire évoluer déjà juste le mindset de ton équipe sur, tiens, on met le doigt sur qu'est-ce qu'on va potentiellement améliorer grâce à notre expérience. Et puis ensuite, la V2, ce sera, ok, on sait ce qu'on va améliorer, comment maintenant je peux le mesurer, et puis ensuite, comment je vais pouvoir le mesurer, c'est, je vais le mesurer, je vais le faire. C'est ça. Et après, comment je traite la donnée, et comment je l'interprète, comment je fais pour éviter les biais qui vont faire que je l'interprète mal, parce que j'ai déjà une idée en tête, et du coup, je vais tourner les chiffres en mon sens. Voilà, il y a tout un tas de. Après, voilà, ça fait partie. Savoir le communiquer autour de soi et pour montrer en fait toute la valeur de l'UX. Pour le coup, sur un de nos anciens podcasts avec Vincent Pommier, il a eu la chance il avait un projet qui patinait pendant plus de 6 mois, et au final, il a réussi à convaincre tout le monde de faire un design sprint. Et à la fin du design sprint, il a calculé en fait le temps que ça leur avait pris en réunion, etc. pendant 6 mois, avec donc le temps multiplié par les salaires entre guillemets de chacun. Il était parti sur une base moyenne. Et ensuite, combien avait coûté le design sprint? Les chiffres étaient sonnants et trébuchants. Et donc c'est comme ça qu'on montre la puissance du design. Et moi, je sais que et encore sur un autre podcast qui va bientôt sortir avec Yannick Jauré, on a parlé de ça aussi. Et lui,
il était parti d'une base de tests SUS, des tests qu'on fait en début et en fin de projet pour connaître l'évolution de l'utilisabilité du produit. Et au final, c'est un peu lourd et au final, ils sont allés sur un test SUS Lite qui s'appelle UMUX. Et en final, en 3 questions, il arrive à définir un peu l'évolution de l'utilisabilité. Donc, de toute façon, c'est un épisode qui va sortir bientôt, donc je vous laisserai regarder. Mais c'est vrai que c'est central. Et puis, je trouve que pour demain, pour l'évolution même du designer, se dire ce que je fais a un impact dans le business et dans l'entreprise et pas juste, j'ai sorti une feature, et puis on passe à l'autre. C'est comprendre ce qu'on fait et en donner de l'intérêt. Je trouve ça magique pour... Et encore une fois, il faut aussi que le management permette à ces équipes de comprendre ce qu'elles font. Parce que comprendre ce qu'elles font, elles le souhaitent la plupart du temps. C'est juste qu'elles n'ont pas le temps de respiration pour le faire. Et ce temps de respiration, il est nécessaire pour créer une bonne équipe et qu'elle soit vraiment un peu à la hauteur des enjeux. Bien sûr. Geoffrey, on est sur la fin de l'interview. Ouais. C'était très agréable, je te remercie. L'idée, c'est que sur cette dernière étape, on parle un peu de tes recommandations, d'une lecture, d'un livre, d'un film, etc. Ouais. Toi, de ton côté, est-ce qu'il y a un livre que tu souhaites mettre en avant auprès des auditeurs? Eh ben, je t'en ai mis 3. 4. Waouh, vous avez de la chance. Ok. J'en ai mis 4 parce que là, tu me demandais un livre sur l'UX. Alors, globalement, moi, je pense que les meilleurs livres qui peuvent nourrir le travail des designers, c'est ceux qui parlent pas du design. Mais un livre UX, alors si on veut saisir un maximum d'outils purement UX, comme beaucoup, je vais conseiller la Bible de Karine Lallemand, qui est méthode de design UX. C'est très orienté méthodo. Et puis, si je devais avoir des conseils un peu plus personnels, moi, j'inviterais les designers à lire Apocalypse cognitive de Gerald Bronner. Donc, c'est sur la manière dont notre attention, en fait, elle est prise en otage et saturée d'infos. C'est hyper intéressant et ça permet aussi, nous, quand on est en phase de conception, de prendre conscience de tout ça. Alléger la charge mentale au maximum des... Et puis contextualiser aussi, se dire, dans quel contexte est mon utilisateur. Donc, c'est hyper intéressant, très documenté. Je vais conseiller aussi Contact de Matthew B. Crawford. Alors, lui, il va aussi nous parler un peu de cette crise de l'attention, mais il va aussi décrire le mécanisme des jeux de Las Vegas et comment ils arrivent à rendre les gens captifs au point un peu de les sortir du temps, c'est-à-dire que les gens vont même plus savoir l'heure qu'il est, etc. Et donc là, c'est plutôt sur la mécanique du jeu. Il y a des choses hyper intéressantes dans ce livre et c'est notamment intéressant quand on va travailler sur des processus de nudge, de gamification. Et enfin, un dernier qui sort un peu du lot, c'est un manifeste, ça s'appelle De l'utilité de l'inutile de Nuccio Ordine et de Abraham Flexner. Donc là, c'est un pamphlet sur le fait que c'est pas parce qu'une chose qu'on fait n'est pas source de profit qu'elle est inutile. Et du coup, ça fait du bien de le rappeler. Ça, c'est bon à rappeler pour tous les entrepreneurs. Exactement. Il fait du bien et du coup, je voulais en parler. C'est gentil. Je vais m'orienter vers celui-là. Ok. C'est très court, c'est facile à lire, c'est plein de génie. Est-ce que quand tu fais ta veille UX, tu vas sur quel type de site ou peut-être plutôt réseaux sociaux? Déjà, ma veille, je la fais quand j'utilise les choses au quotidien. Et puis, sinon, il y a un site que j'aime bien qui s'appelle UX Collective, qui est très connu. Je trouve que ils ont des sujets intéressants et puis c'est des sujets qui ouvrent sur d'autres sujets et c'est toujours cool. Voilà. Ok. De tes réseaux sociaux, tu utilises aussi les réseaux sociaux à des fins professionnelles? Non, pas trop. Ouais, ok. Pas trop. Moi, je suis pas très réseaux sociaux en fait. D'accord. Et ensuite, est-ce que tu as un film et un livre? Un livre et un film. Et ensuite, est-ce que tu as un film et j'allais dire un CD?
un CD, une cassette. Surtout une cassette à nous proposer. Cassette à te proposer. Un film, écoute, moi, je viens de voir Anatomie d'une chute. Oui. Et c'est vrai que je le trouve assez grandiose et assez fort. Voilà, donc si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. Ouais. Et en album, moi, je vais vous sortir un vieux truc. C'est Nick Drake, ça s'appelle Peak Moon. Et c'est mon album préféré. Voilà. Trop bien. Et écoute, on va aller regarder tout ça. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Geoffrey? Et pour la suite, de continuer à travailler sur des beaux produits, des beaux projets, de me permettre de continuer à accompagner mes équipes, peut-être une prochaine aventure entrepreneuriale, on ne sait jamais. Et puis voilà. Bon, super. C'était un vrai plaisir. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses activables pour les gens qui nous écoutent dans la partie management. C'était hyper intéressant. Vraiment, je te remercie. Et puis aussi sur la partie design system, user research, mesure, là c'était hyper intéressant la façon dont on va y arriver, dont tu vas y arriver step by step. Et puis écoute, je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci à toi de m'avoir offert ce temps. Et puis voilà, après, tous les sujets demanderaient à être vraiment creusés. Il y a vraiment des à dire, mais voilà. Et puis t'as retrouvé, je dirais, au côté journaliste, le temps d'une heure avec moi derrière le micro. Exactement. C'était très agréable. Merci à toi. C'est cool. Allez, à bientôt. Au revoir, Geoffrey. Salut, Paul. Merci d'avoir écouté le podcast Head of Design. Si tu souhaites faire partie ou faire appel à Design Club, tu peux nous retrouver sur designclub.fr et m'ajouter sur LinkedIn. Je serai ravi de débriefer avec toi. Enfin, tu peux nous supporter en donnant ton avis 5 étoiles et en t'abonnant pour suivre nos prochains épisodes sur ta plateforme d'écoute préférée. Le club ferme ses portes. J'espère que vous avez apprécié. À bientôt.